J'ai suivi, comme toutes les Congolaises et tous les Congolais, avec beaucoup d'attention, les péripéties de l'accord dit de paix, signé le 27 juin 2025 à Washington, aux États-Unis, sous l'égide du président américain Donald Trump, entre les républiques démocratiques du Congo et du Rwanda, dirigées respectivement par Félix Tshisekedi Tshilombo et par Kagame Paul. Ayant par la suite pris la peine d'éplucher le texte de l'accord que les États-Unis d'Amérique ont fait signer entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, j'ai maintenant le recul analytique nécessaire pour démontrer, c'est l'objectif de cette émission, et c'est la thèse que je défends, que cet accord ne peut pas marcher. Je dis bien que je vais démontrer que l'accord que les États-Unis ont fait signer au Rwanda et à la République démocratique du Congo ne peut pas marcher. Et les raisons pour lesquelles cet accord ne peut pas marcher sont à l'intérieur de cet accord. C'est ce qui est intéressant ici. C'est en analysant l'accord, selon la méthode de la lecture entre les lignes et de la lecture dans les lignes. C'est-à-dire, la lecture de la lettre et la lecture de l'esprit de l'accord va nous révéler des contradictions, des failles, des insinuations qui en elles-mêmes constituent les germes de son échec. C'est un accord mort-né. Parce que ce qu'il est supposé combattre est entièrement reconduit à l'intérieur de son texte. Quelle est la méthode que nous allons adopter pour décortiquer cet accord? Je vais commencer par vous en donner une lecture intégrale, une lecture fidèle, tel que l'accord est présenté sur le site du gouvernement des États-Unis d'Amérique, pour que chacun ait entendu au moins la totalité formelle du texte de l'accord, au moins une fois dans sa vie. Et puis de deux, je vais revenir sur le texte de l'accord pour souligner les points de ce texte qui prouvent qu'il ne va pas marcher. Vous avez compris? La méthode aujourd'hui, c'est deux choses. Nous lisons d'abord, nous entendons, nous écoutons, et puis nous analysons, nous critiquons, nous déconstruisons. Ce qui nous permettra alors d'aboutir à la conclusion de cette émission. Et dans la conclusion de cette émission, je me permettrai de rappeler, sur la base de mes modestes analyses, les perspectives de libération véritable du peuple congolais. Ces perspectives ne se trouvent pas dans l'accord signé à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Les perspectives de libération effective de la République démocratique du Congo et de l'Afrique se trouvent hors de cet accord et en dehors de Washington. Ça, ce sera la conclusion. Si vous êtes d'accord avec ce programme, alors aidez-nous. Partagez massivement cette émission pendant que nous nous préparons à passer à la première partie. Et écoutez encore le grand John Yalé, John Kipi. Dédicace au Tout-Puissant. Le service de la vérité-justice, solidarité des Africains pour le peuple du Congo. Écrivez Good Life et partagez l'émission. Écrivez Good Life et partagez l'émission. Pendant que nous nous désaltérons. Qui a peur de la vérité ici? Tu connaîtras la vérité te libérera. Aïe. You are none, one only la ola go. You are two, one only la ola go. Mon melania, one le nyua, kuyi nyua.
Inika mali jolu yelele. Mali nogo kulenye. Première partie de cette émission, lecture du texte de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Je lis ici la version qui est publiée sur le site du département d'État américain, basée à Washington. Version française. Préambule. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et le gouvernement de la République du Rwanda, ci-après dénommés les partis, réaffirmant l'engagement mutuel de respecter la déclaration de principe signée par les partis le 25 avril 2025, fondée sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et du règlement pacifique des différends. Reconnaissant la nécessité d'une résolution politique négociée, plutôt qu'une solution militaire, aux différends des partis. Reconnaissant les termes de l'acte constitutif de l'Union africaine, y compris le respect des frontières existant lors de l'accession à l'indépendance, et ses autres instruments relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et aux relations cordiales entre les pays africains, la Charte des Nations Unies et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 février 2025 et les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, prenant note du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées des mesures défensives par le Rwanda CONOPS, du 31 octobre 2024 découlant du processus de Luanda et du communiqué du deuxième sommet conjoint CAE-SADC des chefs d'État et de gouvernement du 24 mars 2025, ce qui a été adopté lors de la 6e réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda le 25 novembre 2024, conscient des négociations en cours entre la RDC et la FCM 23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et de l'obligation des parties de leur apporter leur plein soutien pour les mener à bien, résolu à empêcher une reprise des hostilités qui pourraient nuire au processus de paix, à promouvoir activement une paix durable, la stabilité et le développement économique intégré dans toute la région et à rétablir les relations bilatérales normales entre les parties, déterminé à promouvoir le plein respect des droits de la personne et du droit international humanitaire, accepte par la présente d'être lié par les dispositions suivantes. 1. Intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Les parties conviennent des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion de relations pacifiques. 1. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda CONOPS du 31 octobre 2024 tel que prévu dans le présent accord. Deuxièmement, le respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. Neutralisation des FDLR. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda CONOPS du 31 octobre 2024 tel que prévu dans le présent accord. Troisième point, règlement pacifique des différends. Les parties conviennent que les différends sont réglés par des processus établis par le présent accord et d'autres accords pertinents plutôt que par des hostilités. Quatrième point, l'interdiction des actes hostiles. Les parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les parties conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. Cinquièmement, interdiction de soutenir des actes hostiles ou des groupes armés. Les parties ne permettent aucune activité militaire ou autre activité hostile l'une contre l'autre ou à partir de leur territoire respectif et ne fournissent aucun soutien à de telles activités à l'étranger. À cette fin, les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées, commanditées ou financées à partir de leur territoire respectif.
Sixième point, portée territoriale. L'interdiction des actes hostiles s'applique sans restriction géographique, quel que soit le lieu où se trouvent les forces armées impliquées. Septième point, responsabilité à l'égard des groupes armés non étatiques. Les partis prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que tous les groupes armés dans la zone du conflit cessent de se livrer à des hostilités qui sont incompatibles avec l'interdiction des hostilités établies dans le présent accord. Huitième point, protection des civils et du personnel humanitaire. Les partis facilitent la libre circulation des civils, y compris des humanitaires. Les partis doivent respecter le droit international humanitaire, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. Deuxième grande partie de l'accord, le désengagement et intégration des groupes armés non étatiques. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, les partis soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments suivants. Premier élément, fin du soutien étatique aux groupes armés. Les partis cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. Deuxièmement, désengagement. D'une manière séquencée et coordonnée avec le désengagement des forces, et comme le disposeront d'autres accords à venir, les partis appuient le désengagement, le désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus et par le processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration communautaire et de stabilisation PDDRCS, ainsi que le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité conformément à la section 3 du présent accord. Troisième élément, intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute réintégration éventuelle des combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et la police nationale congolaise, PNC, s'effectue de manière rigoureuse, individualisée, conditionnelle, au cas par cas, sur la base de critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violation grave du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions. Troisième grand chapitre de l'accord, mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les partis travaillent ensemble avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Les partis établissent et conviennent de lancer dans un délai de 30 jours, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui fonctionnera uniquement conformément aux conditions arrêtées entre les parties. Le mécanisme conjoint de sécurité crée des procédures opérationnelles communes et des mécanismes d'établissement de rapports pour assurer la transparence de l'ampleur et de la portée des opérations. Le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est régi par les principes suivants et le plan de mise en œuvre figurant à l'annexe. La fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR, aux groupes armés associés et l'interdiction totale de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre, qu'il soit national ou étranger à ces derniers. Deuxièmement, un engagement à identifier, évaluer, localiser et neutraliser conformément aux dispositions pertinentes du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées des mesures défensives par le Rwanda CONOPS du 31 octobre 2024 découlant du processus de Luanda. Troisièmement, un engagement à s'appuyer sur les accords de coopération bilatérale en matière de sécurité déjà couronnés de succès, dans le cadre desquels les opérations sont ciblées, ponctuelles et ciblées sur une menace spécifique. Quatrièmement, la protection des civils et le respect du droit humanitaire. La quatrième grande partie de l'accord nous parle des réfugiés déplacés internes et considérations humanitaires. Les parties avec l'appui des agences des Nations Unies, des organisations humanitaires pertinentes et de la communauté internationale. 1. Retour des réfugiés. Facilite le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés en coordination avec les autorités territoriales et ou coutumières des États respectifs dans leur pays d'origine d'une manière conforme à leurs obligations juridiques internationales et aux dispositions des accords tripartites sur le rapatriement volontaire des réfugiés congolais et rwandais signés à Kigali le 17 février 2010 entre la RDC, le Rwanda et l'OHCR, reconnaissant la contribution positive de ce mécanisme.
Déplacés internes reconnaissent qu'il est nécessaire de mettre fin au conflit pour permettre le retour des déplacés internes dans leur lieu d'origine en coordination avec les autorités territoriales et coutumières de l'État congolais. Troisièmement, aide humanitaire, crée des conditions propices à l'acheminement des secours d'urgence et garantissent aux organismes humanitaires un accès libre, sûr, sans entrave et inconditionnel aux populations vulnérables. Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, les autorités locales de la RDC en sont responsables sous la supervision du gouvernement central de la RDC. Cinquième partie de l'accord, MONUSCO et autres soutiens multilatéral. Les parties appuient et encouragent les efforts déployés par les forces et mécanismes multilatéraux de maintien de paix et de la paix d'interposition et de vérification. Premièrement, les partis facilitent et soutiennent la capacité de la MONUSCO à protéger les populations civiles et à mettre en œuvre tous les éléments de son mandat, y compris en respectant la liberté de circulation de la MONUSCO et en prenant toutes les mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies déployé dans l'Est de la RDC. Les partis s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les partis reconnaissent que la MONUSCO, telle que mandatée par la résolution 2765-2024 du Conseil de sécurité des Nations Unies, joue un rôle important dans la paix et la sécurité locale. Sixième partie, et c'est l'avant-dernière partie, en termes de contenu et de taille. Sixième partie, c'est très important. Cadre d'intégration économique régionale. J'ai eu mal quand je lisais la sixième partie de cet accord. Écoutez, cadre d'intégration économique régionale. Les parties conviennent de lancer dans les 3 mois suivants l'entrée en vigueur du présent accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes, qui sera défini dans un accord distinct, intitulé Cadre d'intégration économique régionale, et s'appuie sur les efforts existants tels que la ZLECAF, la CIRGL, le CO et la CAE. Les parties utilisent ce cadre pour développer le commerce extérieur et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites et procure davantage de prospérité aux deux parties, en particulier pour la population de la région, à partir des ressources naturelles de la région, grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques et des opportunités d'investissement. Oh Seigneur, oh Tshisekedi mon Dieu. Premièrement, intégration bilatérale. Dans le cadre, les parties lancent et ou élargissent la coopération sur les priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, le dérisquage des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu et les chaînes de valeur minière transparentes et formalisées de bout en bout, de la mine au métal transformé qui relie les deux pays, en partenariat, le cas échéant, avec le gouvernement et les investisseurs des États-Unis. Ouais. Intégration régionale. En outre, avec les partenaires clés, les parties s'engagent à explorer des options pour lier le cadre à d'autres initiatives internationales ou régionales de développement économique, y compris dans le cadre de projets d'infrastructure. Surveillance économique. Les parties établissent ou utilisent des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller les chaînes d'approvisionnement en minerais. Les projets d'infrastructure et tout accord économique futur entre les parties, conformément au cadre d'intégration économique régionale. Septième partie. Mise en œuvre et règlement. Mise en œuvre et règlement des différends. Règlement des différends. Tout différent découlant de la mise en œuvre. Tout différent découlant de la mise en œuvre du présent accord est résolu à l'amiable entre les parties avec la facilitation du comité de surveillance conjointe. À la demande de l'une ou l'autre partie. Si les parties ne parviennent pas à régler un différend, elles renvoie la question au comité de surveillance conjointe pour facilitation. Deuxièmement, comité de surveillance conjointe. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les parties créent par la présente un comité de surveillance conjointe conformément aux conditions suivantes. Les parties sont membres du comité de surveillance conjointe et invitent dans un délai de 3 jours les gouvernements et organisations internationales suivants à siéger au comité de surveillance conjointe. Facilitateur de l'Union africaine. 1. Qatar. 2. États-Unis. 3. Petit b.
Le comité de surveillance a pour mandat de recevoir les plaintes des parties concernant les violations du présent accord et de résoudre les différends découlant des violations du présent accord, de prendre des mesures le cas échéant pour remédier aux violations, de surveiller et examiner les accusations de violation et résoudre les différends. Le comité peut nommer un autre représentant pour établir un mécanisme ad hoc approprié pour aider au règlement de tout différend lié au présent accord. Le comité s'efforce de prendre des décisions et de résoudre les différends par consensus. Le comité s'efforce d'établir son mandat lors de la première réunion. La première réunion du comité conjoint a lieu dès que possible et au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur. Les parties envisagent d'organiser la première réunion du comité à Washington. Troisièmement, précision, le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance conjointe. Je lis encore. Le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance conjointe. C'est-à-dire, en dehors du Rwanda et de la République démocratique du Congo, l'accord ne crée aucune obligation au Qatar, aucune obligation aux États-Unis, aucune obligation à n'importe quel autre pays, en dehors du Rwanda et de la RD Congo. Les autres n'ont aucune obligation. On continue. Il nous reste 2 petits paragraphes. Disposition finale. Le présent accord reste en vigueur indéfiniment, sauf accord contraire entre les parties. Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie sur préavis écrit de 60 jours transmis à l'autre partie. Le présent accord peut être amendé par accord écrit des parties. L'annexe est réputée partie intégrante du présent accord. 9e et dernière partie entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur et les obligations qui y sont énoncées prennent effet à compter de la signature du présent accord signé à Washington le 27 juin 2025 en double exemplaire en langue française et anglaise pour le gouvernement de la République du Congo et pour le gouvernement de la République du Rwanda, attesté par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.